Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour. Merci d'être notre invité politique. Vous êtes député européen, secrétaire général du PS. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Pierre Jouvet. Bonjour. On va commencer en parlant des droits de douane, puisque ça y est, c'est aujourd'hui que sont entrés en vigueur les droits de douane de 20% imposés par Donald Trump à l'Union européenne. Emmanuel Macron qui appelle le président américain à revenir sur sa décision. Ça peut marcher? Non. Je n'y crois pas un instant. Je pense que ce qui marchera avec Donald Trump, c'est un rapport de force économique réel et un rapport de force qui doit se faire à l'échelle de l'Union européenne. Et je dois vous dire que j'étais encore hier à Bruxelles dans des auditions et dans des commissions, notamment sur celle du marché intérieur, qui est la commission dans laquelle je siège. Et je vois l'Europe absolument pas prête. Je vois une Europe qui est tétanisée. Je vois une Europe qui est naïve. Et je crains même que les dirigeants européens soient atteints du syndrome de Stockholm, en vérité, incapables d'appliquer des mesures économiques en réponse aux attaques de Donald Trump. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, je le pense d'abord parce que nous avons peur et parce que nous ne sommes pas habitués à avoir un monde géopolitique qui est totalement bouleversé. On a face à nous Donald Trump, un homme qui a fait des choix extrêmement violents, extrêmement durs, que personne, en tant que responsable politique normalement constitué, excusez-moi cette expression, imagine faire. Vous avez un président des États-Unis qui est élu sur une crise du pouvoir d'achat et qui va entraîner son pays dans une très grande inflation, dans un profond désarroi économique. Et donc finalement, quand on a face à nous quelqu'un qui est irrationnel, comme c'est le cas de Donald Trump et de son entourage, je pense qu'on s'interroge sur la réplique. Et pourtant, on a des réponses. On a des réponses qu'on doit mettre en œuvre de manière très rapide. Et moi, je souhaite que l'Union européenne mette en place ces réponses de manière efficace. L'Union européenne a quand même décidé hier l'augmentation de certaines taxes sur les produits américains. Ça suffit pas, à votre avis? Non, parce que, en fait, je vais vous dire, il faut reprendre là où Donald Trump s'arrête. Donald Trump dit « je vais mettre le monde à genoux ». Eh bien moi je dis il faut mettre l'économie américaine à genoux. Je le dis de manière très claire. Comment est-ce qu'on peut faire? On a deux leviers immédiats qu'on peut activer. Le premier, c'est de taper au portefeuille les oligarques du numérique qui entourent Donald Trump. Vous savez, on a aujourd'hui les revenus qui sont générés par la publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, que ce soit sur Meta, qui doivent être fortement taxés. On a des règles en Europe, le DSA, Digital Services Act, et le DMA, qui ne sont pas mises en œuvre. Si on applique ces mesures avec des taxations sur les chiffres d'affaires de ces grands groupes, bien, je peux vous dire que ça va déjà un peu calmer le jeu. Ça, c'est la première chose. Il faut le savoir, hein, c'est le volume d'activité financière sur les activités du numérique compose aujourd'hui le volant principal des oligarques qui entourent Donald Trump. Et le deuxième élément, moi, sur lequel je pousse, j'ai interrogé hier Stéphane Séjourné sur le sujet, et je suis d'ailleurs en train de faire un rapport au niveau du Parlement européen sur la question, c'est la question de nos marchés publics. Vous savez qu'en Europe, 15% de notre PIB, c'est-à-dire 2000 à 2500 milliards chaque année, est généré par les marchés publics. C'est-à-dire ce que la commande publique, les gouvernements, les collectivités locales, achètent et commandent directement. Sur ces marchés publics, nous n'avons pas de préférence européenne. Eh bien, je le dis aujourd'hui, nous devons mettre en place la préférence européenne et dire une chose simple à Donald Trump et à ses entreprises. Vous n'aurez plus accès au marché européen. Et oui, ça va nous demander des choix qui vont être des choix difficiles. On va devoir réindustrialiser ce qu'on n'a pas fait depuis des décennies. On va devoir pousser des nouvelles filières de production qu'on a laissées de côté, qu'on a abandonnées. On parlera tout à l'heure de l'automobile, par exemple. On pourrait parler de la question de la transition écologique qui n'est pas suffisamment faite. Si nous ne le faisons pas, nous serons totalement écartés. Et le troisième élément, c'est de régler des questions de droits de douane en réciprocité que nous ne faisons pas suffisamment. On laisse notre continent européen ouvert aux quatre vents de la mondialisation, sans aucune protection et avec un marché qui est en train de se faire effondrer. Il y a une autre arme qui est une arme massive, c'est l'arme anti-coercition, qui est aussi une arme à disposition de l'Union européenne. Est-ce que, comme Gabriel Attal, vous dites qu'il faut la dégainer? Oui, je crois qu'il faut la dégainer parce que je pense qu'on ne peut pas se laisser marcher dessus. Donald Trump est un dirigeant politique violent, mais qui, contrairement à toute la psychologie que je vois autour de tout ça, ne fait pas ça simplement parce que ce serait un homme qui serait fou. Ce serait trop simple de dire les choses comme ça. Il le fait par choix politique qu'il a décidé, qui va faire beaucoup de mal à son pays. Tout le monde le sait. Tous les économistes le disent, les bourses dégringolent, l'inflation va exploser, tout le monde le voit.
Aujourd'hui, en fait, il faut aller taper le système de l'intérieur. Donald Trump, il est entouré par des oligarques, il est entouré par des milliardaires, il est entouré par des gens que nous devons taper au portefeuille. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de faire monter la pression comme ça face à un dirigeant américain qui prend des décisions, vous l'avez dit, extrêmement violentes? C'est pour ça que Est-ce qu'on risque pas un engrenage, une forme d'engrenage? C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on ne doit pas simplement faire de la réciprocité de droits de douane. Donald Trump dit les droits de douane aujourd'hui c'est 20, demain si vous n'êtes pas content ce sera 100 et puis après c'est 200. C'est ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui. Et puis voilà, c'est ce qui se passe avec la Chine. Et là tout le monde monte. Mais l'univers économique c'est pas ça. Moi je dis les choses de manière très simple. On a le plus grand marché intérieur du monde. L'Union européenne, les 27, c'est la plus grande puissance de marché intérieur. Sauf que ça fait 40 ans que la puissance européenne est une puissance de consommateurs. On a laissé notre industrie partir. On a laissé nos territoires se vider d'outils industriels parce qu'on s'est dit la mondialisation est heureuse et on va aller consommer partout à l'extérieur du monde. Eh bien, il est temps aujourd'hui, par cette crise majeure que nous traversons. Mais est-ce que le problème, c'est pas que les 27, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord? Vous serez suivis au Parlement européen sur ces propositions? Vous savez, j'espère. Je vois que pour l'instant, il y a des hésitations. Mais l'Europe, elle a toujours bougé comme ça. Elle bouge quand il y a des crises. Et là, nous sommes dans un moment de crise. Nous sommes dans un moment de finalement de reprise en main de notre économie européenne et nous devons le faire. Et vous savez ce que je vous dis sur les marchés publics, c'est très rapide. Sur la taxation des oligarques, comme vous les appelez par exemple, est-ce que vous êtes suivi là-dessus? Pas encore. Mais pas encore, pourquoi? Parce qu'on a la droite européenne, on a les libéraux européens et les amis du président de la République Emmanuel Macron qui sont hésitants. Parce qu'ils sont encore toutes et tous dans une forme de béatitude vis-à-vis de cette forme de mondialisation heureuse qui a fait pourtant tant de dégâts dans notre pays, qui a fait tant de dégâts en Europe. Pourtant, dans le discours, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, ils n'ont pas l'air très hésitants. Ils sont plutôt pour une riposte ferme. Oui, mais vous savez, on est habitué malheureusement depuis toutes ces années à voir que le discours est une chose et la réalité en est une autre. Moi, je dis simplement, on peut mettre en application dans les jours qui viennent des mesures qui sont simples, qui seront une réponse immédiate à Donald Trump. Et ça veut dire que Valérie Hélier, la chef de file de Renaissance au Parlement européen, n'est pas d'accord avec vous? J'attends de voir. Vous savez, moi, je ne veux que des actes. Je vous le dis, je suis en train de travailler. J'ai déposé hier, par exemple, des amendements sur un rapport sur la question des marchés publics où j'explicite ça. Le vote aura lieu dans quelques jours. Moi, je jugerai sur pièce. Voilà, c'est très simple. Tous les chefs d'entreprise français le demandent. Tous les grands patrons français le demandent. Tous les syndicats le demandent. Aujourd'hui, on a cette capacité-là. Faisons-la. Mettons-la en œuvre. Parce que sinon, nous allons avoir des dégâts économiques majeurs, des industries qui vont s'écrouler et beaucoup de grandes difficultés. Et en parlant des divisions de l'Europe, on va parler de Giorgia Meloni, Christelle. Oui, elle va se rendre à Washington. Est-ce que vous pensez que ça peut être une médiation utile avec Donald Trump? Est-ce que finalement c'est une meilleure ambassadrice qu'Emmanuel Macron, Giorgia Meloni? Écoutez, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas donné la preuve de sa capacité. Mais vous savez, moi je ne suis pas dupe. Je pense que Donald Trump, il n'y a pas de négociation avec Donald Trump. Il y a un rapport de force. Et il faut poser un rapport de force avec Donald Trump. Mais est-ce que Giorgia Meloni, qui était à l'investiture de Donald Trump, elle va poser un rapport de force avec Donald Trump? Vous savez, le nombre de chefs d'entreprise, y compris français, qui étaient à la cérémonie d'investiture de Donald Trump et là qui vont se prendre de plein fouet les droits de douane. Tout ça n'a pas de sens. Donald Trump, il a une stratégie pour son industrie américaine. Il pense que sa théorie va fonctionner. Et en fait, en vérité, si en face de ça, il n'a pas une réponse forte et une réponse ferme et une réponse unie des Européens, alors il continuera et il déroulera tel un rouleau compresseur. Autre sujet toujours à l'international, Christelle. Oui, on parle à nouveau d'Emmanuel Macron. Il était en Égypte hier, il s'est rendu près de la bande de Gaza. Est-ce qu'il a eu raison de faire cette démarche-là? Oui, bien sûr, il a eu raison. Et il est temps que le processus de paix reprenne. Enfin, que voyons-nous depuis maintenant des années, malheureusement? C'est une guerre sans fin, des populations civiles qui sont écrasés, des enfants qui sont tués, des bombardements aveugles, des bombardements sauvages, un président, Premier ministre israélien qui ne respecte plus rien, qui a un mandat d'arrêt contre lui de la Cour pénale internationale, qu'il bafoue chaque jour, un processus de paix qui a été mis de côté. Oui, il est temps que la paix revienne au Proche-Orient et que la France prenne toute sa place, comme elle l'a toujours eu.
Parce que c'était aussi une manière de s'opposer au projet de Donald Trump dans la bande de Gaza et de soutenir plutôt le projet des pays arabes. Il a dit quelque chose, il a dit le Hamas devrait être entièrement exclu de la gouvernance de l'enclave. Vous partagez ça aussi? Oui, totalement. Le Hamas est une organisation terroriste avec laquelle il n'est pas possible ni de construire, ni de reconstruire, ni même de négocier. Et donc, il est évident que le Hamas doit être exclu de ce processus. Autre sujet, c'est cette déclaration hier soir de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des LR, patron des députés LR, qui veut enfermer les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comment avez-vous réagi ? Écoutez, je ne sais pas si c'est de la bêtise, si c'est un naufrage, si c'est une perdition. Ce que je vois, c'est que ce sinistre Laurent Wauquiez n'est pas à ses débuts sur ce genre de propos. Je trouve ces propos extrêmement graves et extrêmement dangereux. Il mélange en réalité tous les sujets et il est surtout dans un jeu de campagne interne de son parti qu'il voit bien qu'il va perdre. Et donc c'est toujours plus à droite et plus à droite que moi tu meurs et en faisant des propositions un peu trumpistes. Tout ça est ridicule. C'est un dérapage de votre point de vue ou c'est assumé ? C'est un dérapage, vous pensez ? Je pense que c'est totalement assumé dans une stratégie. Je pense que Laurent Wauquiez est un petit homme politique, un sinistre monsieur, je vais vous dire. Un sinistre monsieur qui, en vérité, va se retrouver là dans les poubelles de l'histoire. Parce qu'en fait, il va activer des leviers qui sont extrêmement graves. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce qu'il a annoncé hier ? On dit on va à Saint-Pierre-et-Miquelon, on va envoyer les OQTF et on va faire quoi ? On va faire un Guantanamo à Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, lui, il dit on fait un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a un centre de rétention en Guadeloupe, ça pose pas de problème. Il y a un centre de rétention en Seine-et-Marne, ça pose pas de problème. Oui. Je reprends ses propos. Puis comme il fait froid à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc du coup, il voit pas où est le problème. Un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme il fait froid à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils iront pas, ils auront plus envie de partir. Mais la question de l'immigration, c'est pas ça. Oui, il dit que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas dans l'espace Schengen, donc ce sera plus facile de contrôler les OQTF après leur durée de rétention. J'ai entendu sa propagande sur le média d'extrême droite CNews. Tout ça n'a pas de sens et tout ça ne réglera pas le sujet. Voilà, les OQTF, elles doivent être réglées. Ceux qui doivent quitter le territoire national doivent retourner dans leur pays. Les conventions doivent être retrouvées avec les pays. Qui dit que c'est pas fait aujourd'hui. Mais oui, mais c'est pas fait. Qu'ils s'en prennent. Qu'aujourd'hui, c'est pas possible de les contrôler en métropole, alors que ce sera plus facile de les contrôler à Saint-Pierre-et-Miquelon. Avec quels moyens, Saint-Pierre-et-Miquelon ? Vous connaissez l'état des Outre-mer dans notre pays ? L'état de ces territoires. Enfin, on va contrôler quoi ? On va envoyer des fonctionnaires supplémentaires à Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est-à-dire qu'on est juste sur une posture. Monsieur Wauquiez est content. On vient de parler de lui là pendant 3 minutes. Depuis ce matin, les chaînes d'infos et de radio. De lancer de telles propositions dans le débat public. Est-ce que ça peut séduire ? Est-ce que ça peut être entendu ? Oui, vous savez, c'est le principe de la fenêtre d'Overton. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on met un sujet, on ouvre une polémique, et puis après, ce qui paraît dingue devient quelque chose d'acceptable, et puis ensuite, ça rentre dans le débat politique. Mais Monsieur Wauquiez est coutumier du fait. Voilà, il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Là, il le fait parce qu'en fait, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Enfin, M. Wauquiez, il a commencé sa carrière politique, il se déclarait de la droite sociale. Enfin, la droite sociale, excusez-moi, mais Jacques Chirac, quand vous reprenez les visites de Jacques Chirac à Saint-Pierre-et-Miquelon, justement, Jacques Chirac, le pauvre Jacques Chirac, doit se retourner dans sa tombe. Laurent Wauquiez n'est pas digne de la droite républicaine de ce pays, mais que la droite républicaine se réveille, qu'elle arrête d'aller courir sur les thèmes de l'extrême droite. Même Marine Le Pen a dû faire un tweet pour amoindrir les propos de Laurent Wauquiez. Enfin, tout ça n'a pas de sens, tout ça n'est pas sérieux. Moi, je vais vous dire qui suis celui qui était élu dans la région dans laquelle M. Wauquiez était président de région. J'ai honte. J'ai honte de ces déclarations, j'ai honte de ces sorties. Tout ça est une polémique qui abaisse le débat politique d'un point de vue général et qui est en fait faite par quelqu'un qui n'a pas d'idée, qui ne sait pas comment se sortir. Il a également repris l'expression grand remplacement pour des raisons démographiques. Quel grand remplacement ? Voilà. Enfin, le grand remplacement des idées d'extrême droite dans la droite républicaine de ce pays. Mais vous savez ce que font M. Wauquiez et M. Retailleau en vérité, c'est qu'ils sont en train d'effacer la droite républicaine. Vous les mettez sur le même plan pour vous ? Oui, ils sont sur le même plan parce que d'ailleurs on voit bien qu'à chaque fois M. Retailleau, qui est sans doute plus habile parce que là il a un peu plus le vent dans le dos, fait des sorties polémiques, va chercher à jouer avec une forme de racisme permanent. Vous savez, c'est un espèce de non-dit, mais comme Saint-Pierre-et-Miquelon hier, hein, quand j'entends M. Wauquiez sur CNews dire mais là-bas il fait froid et il pleut, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc il fait froid et il pleut. Vous pensez que quand vous faites le choix de quitter un pays, que vous êtes une personne immigrée, que vous venez en France, tout ça est par choix de confort ?
pour venir récupérer. Vous savez, c'est des espèces de vieilles lunes, on vient se mettre au chaud en France, récupérer les allocs et profiter d'un système, etc. Le seul qui profite du système, le seul qui a profité du système ces dernières années de manière bien considérable, c'est par exemple M. Wauquiez, avec les frais du contribuable de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand il a fait des grands dîners qui ont coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il n'a jamais voulu rembourser et dont il n'a jamais été capable de donner la liste. Bon, mais M. Wauquiez avait un timing présidentiel, il est en train de s'apercevoir que tout ça va finir dans un mur. Eh bien, c'est ainsi, et s'il perd cette élection, j'en serais ravi. Et j'espère que la droite républicaine, et je vois des hommes tels Xavier Bertrand, se relèvera et pourra... vous préférez que ce soit Bruno Retailleau, vous ? Mais non, mais l'un ou l'autre, c'est pareil. Je vous dis, Bruno Retailleau, comme Laurent Wauquiez, sont en vérité sur la même ligne. Et je pense que ça va tuer la droite française. Mais ça, c'est leur affaire. Moi, je m'occupe de la gauche. Laurent Wauquiez est président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Ce groupe LR est en train de détricoter notamment certains amendements de la loi simplification, notamment sur les zones à faible émission, les ZFE, le ZAN. Est-ce que vous diriez que la droite, avec l'aide du RN, a pris le pouvoir à l'Assemblée nationale aujourd'hui ? Ils n'ont pas pris le pouvoir, mais en tout cas, ils essayent de pousser dans cette course permanente vers plus de populisme, vers plus d'extrême droitisation du débat politique, vers ce Là, ils ont réussi à détricoter certains amendements majeurs qui étaient soutenus par le gouvernement et par vous-même. Mais parce qu'en fait, on a face à nous des gens qui, dans ce qu'on appelait la majorité présidentielle, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, manque de courage politique. Sur la question des ZFE, comme du zéro artificialisation net, c'est le cas. Bien sûr, vous savez quoi ? Ce serait très facile pour moi sur le plateau ce matin de Public Sénat, moi qui suis un élu rural de la Drôme, de dire les ZFE c'est pourri, il faut tout arrêter. Mais tout ça c'est de la démagogie. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? Ce que je dis de manière très simple, c'est que quel est le problème à Paris et à Lyon notamment où les ZFE sont appliqués là de manière immédiate ? C'est que vous avez rien que cette année 50 000 personnes qui sont mortes de la pollution. Que quand vous habitez à Lyon ou à Paris ou dans les grandes métropoles françaises, vous avez 9 mois d'espérance de vie de moins. Donc on fait rien. Eh ben c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est pas la mesure, le sujet c'est pas la ZFE, le sujet c'est comment les 650 000 personnes qui aujourd'hui roulent parce qu'elles n'ont pas le choix dans des voitures de critère 3, qu'elles n'ont pas les moyens de changer leur voiture, qu'elles vont bosser tous les jours et qu'elles ont besoin de leur voiture pour aller travailler, sont accompagnées pour changer leur voiture. C'est ça qu'on doit faire, c'est ça qui doit être mis en œuvre. Et moi j'appelle par exemple le gouvernement à lancer un grand plan de renouvellement automobile. Ça reviendra sur le premier point qu'on évoquait tout à l'heure. On a des filières européennes, on a des filières françaises de construction de voitures, eh bien mettons de l'argent sur la table pour dire à tous ces gens qui n'ont pas les moyens... Il y a trop d'immobilisme aujourd'hui de la part du gouvernement ? Il y a de l'immobilisme sur tout. On a un pays qui est à l'arrêt depuis la dissolution décidée par Emmanuel Macron, avec un Premier ministre qui patauge de manière quotidienne et on n'a rien qui sort de concret pour les Français. Donc sur les ZFE, prenons le taureau par les cornes. Le sujet, c'est pas la ZFE, le sujet, c'est comment on accompagne les classes populaires et les classes moyennes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, qui n'ont pas les moyens de la changer parce qu'une voiture, c'est 30, 35 ou 40 000 euros et que c'est trop facile de dire sur un plateau télé, roulez tous à l'électrique si on n'accompagne pas les gens et si on finance pas. Donc, un mot juste parce que le temps file, il faut qu'on parle du Congrès. Le PS n'est pas allé à la mobilisation de la gauche dimanche dernier. Est-ce que vous irez à celle de samedi à l'appel de la CGT ? Samedi. Et vous avez lancé une pétition pour défendre l'état de droit. Elle a recueilli combien de signatures ? J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'elle est très fortement soutenue et j'appelle toutes celles et tous ceux qui veulent défendre à la fois l'état de droit et à la fois la République à nous rejoindre et à soutenir cette pétition. On parle du congrès du PS, Christelle. 6 contributions ont été déposées samedi. Est-ce que vous craignez qu'elles s'allient les unes avec les autres contre la candidature d'Olivier Faure que vous soutenez ? Non, moi je ne crains pas ça parce que je pense que l'anti-Faure, puisque c'est comme ça qu'il a été défini, n'est pas une politique. Vous savez, moi j'ai la chance d'être aux côtés d'Olivier Faure depuis 7 ans, d'être dans cette direction et d'avoir reconstruit un parti socialiste que beaucoup voulaient voir mort et disparu. En 7 ans, nous avons remis le Parti socialiste au cœur de la gauche. C'est d'ailleurs le titre de notre contribution. Le cœur de la gauche. Voilà, c'est ce que nous sommes redevenus. Nous avons doublé notre nombre de députés, nous avons augmenté notre nombre de sénateurs, nous avons doublé notre nombre de députés européens, nous avons reconstruit un logiciel idéologique et intellectuel qui a replacé clairement le Parti socialiste au cœur de la gauche française. Et ce que je dis aujourd'hui aux militantes et aux militants, et c'est ce que je vais dire pendant les mois qui viennent, c'est qu'autour de la nouvelle génération qu'a su faire émerger Olivier Faure, qui est une génération politique qui était inconnue il y a quelques années, Arthur Delaporte, Sarah Kerrich, Chloé Ridel, Emma Rafovitch, Sébastien Vincini, Rémi Cardon. Je pourrais continuer cette liste de manière
incroyable sur cette génération que nous représentons aujourd'hui au Parti socialiste, eh bien je leur dis, n'arrêtons pas le chemin si près du but. Nous sommes à 2 ans de l'élection présidentielle. Nous avons passé des épreuves absolument incroyables. Nous avons dû être celles et ceux qui nous sommes battus et mobilisés pour sauver un parti socialiste après avoir fait 1,7% à l'élection présidentielle. Nous sommes aujourd'hui l'une des principales forces politiques de la gauche dans ce pays. Mais Olivier Faure, il dit s'il n'y avait pas eu l'alliance avec LFI, il n'y aurait pas de congrès aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous allez poursuivre l'alliance avec la France insoumise? Non, mais je crois que tout le monde est très clair sur le sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance avec la France. Si, il a été très clair et moi je vais l'être encore ce matin. Il n'y a pas d'alliance avec la France insoumise dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et moi, je pense que tant que Jean-Luc Mélenchon est là, il n'y aura pas d'alliance avec la France insoumise. Si demain il y a des législatives, il n'y aura pas d'alliance avec la France insoumise. Nous appelons à une plateforme. Nous appelons à une plateforme pour préparer l'élection présidentielle qui va de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Nous voulons rassembler celles et ceux qui, dans ce pays, est la gauche non mélenchoniste et veut gagner l'élection présidentielle. Mais vous ne répondez pas au mois de juin. Si Emmanuel Macron décidait à nouveau de dissoudre l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y aurait une alliance? Non, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que la polarisation qui est faite par la France insoumise dans le débat politique, les provocations, les ruptures sur le fond qui ont pu être faites et qui ont été difficiles, elles amènent aujourd'hui à faire qu'il y a une divergence d'approche qui est très profonde. Les alliances électorales avec LFI, c'est terminé. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que nous retrouvions les électeurs. Vous savez, une chose simple. La gauche, elle est dans un état de faiblesse, on le voit dans les sondages, qui est absolument catastrophique. Quand vous avez une gauche cumulée qui est en dessous de 30%, ça ne peut pas fonctionner. Eh bien moi, je veux élargir la gauche. Je veux qu'on arrive à aller chercher ce spectre. Et on n'élargit jamais la gauche si on passe son temps à se taper dessus les uns les autres et à taper sur les familles. Donc nous disons clairement autour d'Olivier Faure que nous voulons rassembler la gauche et les écologistes pour l'élection présidentielle, avec un projet politique qui est un projet politique fort, avec un parti socialiste qui est un parti socialiste fort, qui est rassemblé, qui est mobilisé, qui travaille sur le fond, qui fait des propositions, qui arrête de regarder en permanence ce qui se passe à sa gauche, mais qui veut proposer une alternative. Mais les écologistes aujourd'hui ne sont pas plus proches des insoumis que de vous? Je sais pas, nous verrons. Et vous savez, ça, c'est quelque part aussi beaucoup de discussions et beaucoup de liens d'appareil. Ils ont manifesté ensemble samedi, par exemple, dimanche. C'est pas grave. Et moi, je n'ai pas de point de divergence d'approche avec les écologistes, avec Marine Tondelier. C'est comme ça, c'est la vie de la gauche. Et la gauche, elle a toujours été diverse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle à tous les électeurs et à toutes les électrices de ce pays à gauche. Et en leur disant une chose simple, au Parti socialiste, nous sommes clairs. Nous sommes clairement de gauche. Nous voulons gagner la prochaine élection présidentielle. Nous voulons rassembler la gauche non mélenchoniste dans ce pays pour apaiser. Avec qui vous pouvez la gagner? Est-ce qu'aujourd'hui votre meilleur candidat c'est pas Raphaël Glucksmann? Nous verrons, l'incarnation, elle viendra. Et il y aura beaucoup de personnalités sur la ligne de départ. Nous verrons, ce qu'il faut, c'est construire cette plateforme commune. Qui permet justement d'avoir un projet et demain une incarnation. Qu'est-ce qui va se passer par exemple pour les municipales? Ça veut dire que vous appelez vos candidats aux municipales à ne pas s'allier à la France insoumise? Vous savez, les candidats, ils sont libres. Je pense qu'il n'y aura pas d'alliance avec la France insoumise pour les élections municipales. Il n'y en aura pas d'alliance au niveau national, ça c'est certain, je vous le dis. Peut-être qu'il y aura sur certains points spécifiques quelques accords locaux, mais nous privilégions là à ce stade des accords avec le Parti communiste, avec Europe Écologie Les Verts, avec Place Publique, avec le Parti radical. Mais vous laissez vos candidats libres? Je fais pas d'interdit. Vous savez, la grande culture du Parti socialiste, c'est un parti qui est un parti décentralisateur, qui a créé la décentralisation d'ailleurs, et qui est un parti qui a cette autonomie locale, qui fait la force de nos territoires grâce à nos élus sur le terrain partout en France. Et donc je leur fais pleinement confiance. Merci beaucoup Pierre Jouvet. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Christelle. Pas la semaine prochaine, du coup bonnes vacances Christelle. On passe tout de suite au Club des Territoires.